Alors pour collectionner les VHS, je pense qu'il y a un point qui est essentiel, c'est qu'il faut avant tout être complètement atteint en fait. Quand je dis atteint, je parle bel et bien d'être atteint de cette profonde et viscérale nostalgie, cette même nostalgie dans laquelle s'est enraciné pour ma part mon désir de racheter ma première VHS à l'époque. Je me souviens que j'étais tombé par hasard en brocante sur la VHS de Sanctuaire de Michel Soavi. C'était un titre que je ne connaissais pas à l'époque et qui était encore inédit en DVD Blu-ray. Et du coup, j'étais assez curieux et c'est là où j'avais pris conscience qu'il existait encore de nombreux titres sur cassette qui n'étaient jamais sortis sous format DVD ou Blu-ray. Et c'est après ça que j'avais commencé à acheter petit à petit les VHS, que ce soit en brocante, sur Le Bon Coin, sur Vinted, etc. Et ce malgré le fait que je n'avais pas encore de magnétoscope pour pouvoir les lire. Et c'est après avoir accumulé une certaine quantité de cassettes que là j'avais pris la décision de racheter un magnétoscope. Et c'est vrai que là, l'expérience de visionnage, au moment où tu insères une cassette VHS dans le magnétoscope, il y a vraiment cette espèce de vecteur mémoriel qui te ramène à une époque révolue de ta vie. Et c'est là où même le grain de l'image t'évoque des souvenirs résiduels de ton enfance ou de ton adolescence et qui s'accordent aussi parfaitement avec ce format de film oublié ou négligé qui sont seulement trouvables sur ce format-là en fait. Et puis je suis désolé, mais rien que le fait d'insérer la cassette dans le magnétoscope, il y a vraiment quelque chose de jouissif, presque érotique en fait. T'as vraiment l'impression de toucher au point G des cinéphiles de l'ère des vidéoclubs, tu sais. Et puis même le magnéto, tu entends les bruits qu'il fait avant de lancer la cassette, t'as l'impression qu'il a besoin d'un peu de temps pour s'en remettre avant de te dévoiler les images à l'écran. Sans parler de la bande magnétique qui évoque directement la pellicule du cinéma. Puis même le visuel de certaines illustrations de VHS, les collectionneurs y penseront notamment à Laurent Melki, mais ces visuels-là, tu ne les retrouves pas sur les DVD ou les Blu-ray. C'est des visuels vraiment d'une magnificence qui est extrêmement singulière, mais aussi qui ramène un petit peu à ce côté vintage, qui a vraiment un charme que l'on ne retrouve plus aujourd'hui. Les gens ne se rendent pas compte qu'il existe encore énormément de titres en VHS qui probablement ne sortiront jamais en DVD ou en Blu-ray. Donc du coup, la VHS elle-même renferme ce côté un petit peu caverneux d'un cinéma oublié en fait. T'as vraiment ce côté envoûtant, onirique, presque fantasmatique pour certaines VHS, mais t'as aussi ce côté complètement barré et démentiel pour d'autres. Et donc c'est là où la cassette devient vraiment un objet de curiosité qui te ramène un petit peu à un certain fragment du cinéma que tu prends plaisir à découvrir et surtout qui te ramène un petit peu à une époque où le cinéma est devenu vraiment un produit de consommation. Il ne faut pas avoir peur de le dire parce que là, l'âge d'or de la VHS, c'est vraiment l'ère des vidéoclubs. Et c'est la raison aussi pour laquelle la plupart des collectionneurs de VHS collectionnent principalement des VHS de vidéoclub. Moi, de mon côté, je collectionne à la fois des VHS des années 80, mais aussi des VHS des films des années 90-2000, qui d'ailleurs sont extrêmement boudés par les collectionneurs d'aujourd'hui, parce que déjà ça n'a pas spécialement de valeur pécuniaire, mais aussi parce que ce sont des VHS que leurs enfants ont connus, mais pas eux forcément. Eux, ils ont vraiment vécu l'ère des vidéoclubs. Toi, tu as vécu l'ère où tu regardais ta VHS un petit peu dans ta chambre et tu avais vraiment ce côté cocooning et intimiste de la VHS lue dans le foyer en fait. Et l'ère de vidéoclub, c'était vraiment une expérience sociale qui ont pu vraiment cultiver la cinéphilie de certains. Et surtout, c'est vraiment aussi l'emblème, le totem d'une époque en fait. Et c'est la raison pour laquelle je vais d'abord parler des VHS des années 90-2000 avant de parler et d'analyser les VHS des années 80, en évoquant les éditeurs préférés des collectionneurs tels que Vestron, Uncut Movies, Fantastic Video, Hollywood Video, Warner Home, etc. D'ailleurs, il est important de noter que les thématiques les plus récurrentes dans les recherches de collectionneurs se rapportent souvent et principalement au cinéma d'horreur, au cinéma d'action, au cinéma narnardesque, de cul et aussi d'exploitation en général. En fait, ce que recherchent les collectionneurs aujourd'hui, ce sont les films en fait de sensations fortes. C'est vraiment le cinéma sensationnaliste de l'époque qui vient en fait orner leur étagère, tout simplement parce que à l'heure des vidéoclubs, ils étaient vraiment marqués par les cassettes comportant justement ce type de sensations fortes. C'est ce genre de cassettes interdites qui voulaient vraiment découvrir. Et d'ailleurs, c'est très intéressant aussi de noter que la plupart des collectionneurs de l'époque ont été marqués principalement par les VHS d'horreur. Non pas pour les films que les cassettes comportaient, mais enfin pas seulement pour les films que les VHS comportaient,
mais surtout pour les jaquettes qu'elles exposaient. Et ça, je pense que ça va être extrêmement intéressant d'en parler plus tard dans la vidéo. Bref, chaque chose en son temps, et puis ça permettra aussi d'inviter les vieux fossiles à s'intéresser un petit peu aux VHS qui nous aussi, enfants des années 90, nous ont profondément marqués. Et pour ceux qui veulent seulement m'entendre parler des VHS des années 80, je les dirige vers ce timecode de la vidéo, où ils peuvent justement m'entendre parler des VHS, des vidéoclubs, des René Château, etc. Non, plus sérieusement, concernant les VHS des années 90-2000, je pense que pour commencer, les plus emblématiques resteront bien évidemment les VHS Disney. D'ailleurs, je ne peux revoir un Disney que sur cassette et non pas sur streaming, non pas en Blu-ray ou DVD, tout simplement parce que à l'époque où je regardais les Disney quand j'étais gosse et quand je revois un petit peu les Disney aujourd'hui, il y a quelque chose qui fait pour moi intégralement partie de l'expérience de visionnage, ce sont les bandes annonces. Et je me rappelle qu'il y a certaines bandes annonces qui m'ont vraiment marqué. Je pense notamment à la bande annonce du Space Mountain qui était vraiment une bande annonce à la fois fascinante et terrifiante. Moi je me rappelle qu'elle m'avait vraiment captivé par son caractère à la fois mystique, cosmique, c'était vraiment presque irréel. Votre vitesse astronomique. Votre type de rencontre, des astéroïdes. Entre la Terre et la Lune commence l'aventure. Space Mountain, la plus grande attraction de la galaxie. T'avais aussi, je me rappelle, putain, dans la VHS du Roi Lion ou même de La Belle et la Bête, tu avais la bande-annonce de Boom Pecho qui, pareil, me terrifiait et qui anticipait à chaque fois l'arrivée de l'animé ou du film que tu regardais. Donc franchement, après, tu avais aussi cette espèce d'accompagnement de la voix off, cette voix presque suave en fait, qui te berçait. Il était une fois l'amitié par Walt Disney. Après Bambi, Pinocchio et le livre de la jungle, voici pour la première fois en vidéo Rox et Rookie, le grand classique de Walt Disney. Ce narrateur en fait qui te préparait tout simplement à entrer dans l'univers de l'animé en question. Et il y avait vraiment ce côté un petit peu intimiste, un peu isolateur, cocooning, qui était extrêmement réconfortant quand tu étais enfant en fait. Et le fait de regarder, de revoir un petit peu ces VHS là, que ce soit l'animé ou que ce soit tout simplement les bandes annonces, eh bien ça te fait revivre un petit peu les émotions que tu as ressenties à l'époque. Quand tu revois certains détails, certaines images, certains plans, quand tu écoutes certains dialogues, etc., qui peuvent paraître anodins, mais qui toi t'ont marqué spécifiquement pour une raison inconnue quand tu étais gosse, eh bien le fait de retrouver un petit peu ces émotions, ces sentiments-là, ça amplifie vraiment le caractère nostalgique en fait de la VHS. Et c'est ça que je trouve vraiment fantastique et formidable, tout simplement. Bon, et puis bien entendu, il n'y a pas que les VHS Disney. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté des années 90 sans évoquer les cassettes Pokémon. À l'époque des années 90-2000, c'était vraiment l'époque de la Pokémania, c'était vraiment l'avènement du phénomène mondial où tu avais vraiment l'arrivée des cartes, des jeux, de l'animé, etc. Et tu avais dans un premier temps donc, la VHS promotionnelle de Pokémon qui était distribuée dans les magasins, et ensuite tu avais vraiment toute la série en fait, des premiers épisodes de la première saison, de la première génération de Pokémon en fait. Vous avez été sélectionné pour visionner cette cassette sur le grand phénomène Pokémon. Préparez-vous à m'accompagner dans un voyage dans l'univers fantastique des Pokémon. Moi, Sacha, maître entraîneur de Pokémon, je vais vous donner toutes les informations sur Pokémon. Moi personnellement aussi ça m'a vraiment extrêmement marqué parce que là c'était vraiment une époque où chaque enfant vivait son aventure individuellement sur sa Game Boy Color, vivaient leur aventure en collectivité dans les cours de récréation avec les échanges et partages de cartes Pokémon, et bien entendu ça leur permettait de s'identifier à Sacha au moment où ils découvraient l'animé, que ce soit sur la télévision ou via les VHS. Et je pense que ça a été vraiment quelque chose de très effervescent et qui a vraiment marqué leur sens de la nostalgie au fer rouge, et c'est le cas pour moi.
Parce qu'aujourd'hui, tu regardes par exemple les collectionneurs de cartes Pokémon, c'est avant tout des trentenaires avant d'être des enfants. Enfin voilà, tu as vraiment cette exaltation émotionnelle qui ressurgit lorsque tu as ne serait-ce qu'un trentenaire qui pose son regard sur le visuel d'une de ses cassettes, ou lorsqu'il entend ne serait-ce que la musique du générique de début en fait. Donc c'est vraiment un phénomène mondial qui a profondément marqué les générations de façon intemporelle et qui marque encore aujourd'hui. D'ailleurs, en tant que collectionneur, je suis extrêmement fier d'avoir réussi à acquérir certaines VHS Disney ou Pokémon sous blister. Et là, je pense notamment au Roi Lion ou à La Belle et la Bête, que je cherchais absolument à avoir neuve sous scellé. Et tu avais aussi, donc, parmi les VHS Pokémon, tu avais Le Départ, qui comporte tout simplement les premiers épisodes emblématiques de la série. Et c'est devant ces premiers épisodes que les enfants ont pu vraiment découvrir l'univers de Pokémon. Tu avais aussi donc, le film Mew et Mewtwo, avec la carte promotionnelle à l'intérieur, donc, qui est vraiment pour moi l'animé Pokémon le plus qualitatif on va dire de la série. Et bien évidemment donc, la VHS promotionnelle de Pokémon qui a été distribuée dans les caisses de supermarchés, etc. pour justement anticiper l'avènement du phénomène. Et pour moi cette pièce-là, c'est vraiment une pièce muséale que je suis vraiment extrêmement fier de posséder. Hey, je t'emmène quelque part, petit gars? Pikachu! C'est ça, c'est ça. J'en reviens tout de suite. Où pouvez-vous attraper les 150 Pokémon? Je les ai. Alors d'autres VHS qui m'ont marqué... Putain, Astérix et le petit dinosaure. Ces VHS, je les ai mais bouffés en boucle. D'ailleurs, j'ai encore les cassettes de mon enfance et elles fonctionnent encore nickel. Le son, il est nickel, l'image, elle est nickel. C'est à croire en fait que l'usure de la bande magnétique ne dépendait pas finalement du taux de visionnage, mais plutôt de l'endroit dans lequel tu conserves en fait ta VHS. Ça dépendrait plus de l'environnement que du nombre de visionnages. Mais bon, ce serait peut-être juste une rumeur, mais peut-être que je me trompe, peut-être qu'évidemment l'usure de la bande magnétique dépend également du fait de regarder encore et encore la VHS, de la rembobiner encore et encore. Ça m'étonnerait pas, mais c'est vrai que je comprends pas le fait que mes cassettes en fait de mon enfance, et il n'y a pas que celle-ci, hein, il y a aussi d'autres VHS, notamment des VHS Disney, qui fonctionnent encore nickel, qui n'ont pas forcément de dysfonctionnement au niveau de l'image ou du son. Donc franchement, tant mieux. Hein. Après, c'est vrai que j'en ai aucune idée, mais c'est vrai que quand je regarde des VHS de mon enfance que j'ai regardé en boucle et qui aujourd'hui fonctionnent encore parfaitement, je me pose quand même un petit peu la question. Et puis même, tu as vraiment des VHS qui viennent des vidéoclubs, et l'image et le son sont encore nickel, quoi. Donc pourtant, elles ont plusieurs décennies. Elles ont été aussi beaucoup louées, beaucoup regardées, visionnées, je suppose. Et puis c'est comme l'histoire des DVD Blu-ray qui ont soi-disant une espérance de vie de 30 ans, 50 ans, 100 ans. Je pense que ça dépend tout simplement du média qui en parle. D'ailleurs, parlons-en des médias, mais putain enculé, quand tu vois des articles te dire que tes VHS peuvent potentiellement valoir plusieurs centaines de milliers d'euros, et que tu te retrouves sur eBay ou sur Vinted avec des cassos qui te vendent leur VHS Disney à des prix astronomiquement absurdes, vous voyez pas que ce sont des VHS qui ont vraiment une surabondance et qui ont aucune rareté, que personne ne recherche. C'est des VHS qui potentiellement valent 50 centimes chacune, donc à un moment donné, calmez-vous quoi. Et c'est vrai que putain, quand on voit ça un petit peu sur les groupes de collectionneurs de VHS, on jubile en fait de vraiment ce côté de l'absurdité de la masse populaire vis-à-vis des objets vintage qui en plus de ça est amplifié et alimenté par les médias mainstream quoi. Donc à un moment donné, ouais, c'est bien que la VHS soit quand même un petit peu de niche aussi. Après attention, hein, on n'est pas à l'abri d'une éventuelle potentielle explosion de valeur de la VHS, hein, il suffit juste que la masse populaire se réintéresse à ce format-là. Donc bon, pour une raison que j'ignore, parce que c'est vrai que d'un point de vue qualitatif, la VHS ne vaudra jamais mieux que le DVD ou le Blu-ray, mais il suffit juste que la nostalgie soit tellement forte et que l'envie de posséder un objet comme celui-ci soit tellement enviable que peut-être que les gens ont envie de retrouver un petit peu cette époque-là avec les vidéoclubs, avec vraiment la magnificence des jackets. Et
et puis la simplicité en fait de visionnage. Et puis qui sait, peut-être qu'un jour le magnétoscope reviendra aussi à la mode, comme ça a été par exemple pour le vinyle. Donc peut-être qu'on aura des magnétoscopes qui combinent à la fois la VHS, le DVD et le Blu-ray. Ça pourrait être vraiment top d'avoir vraiment ces trois formats imbriqués dans une seule machine que tu peux connecter à ton écran plat, d'autant plus que maintenant tu as aussi des adaptateurs de prise Péritel, etc. Donc je pense qu'il y a plusieurs de possibilités, mais après, voilà, même si la VHS d'un point de vue qualitatif ne vaudra jamais autant que le DVD Blu-ray, il se peut que les gens puissent vraiment se réintéresser au vintage, comme tous les objets vintage en fait, comme les jeux vidéo, comme les cartes, etc. Voilà, ça marche toujours, donc on verra. Tu prends par exemple ESC qui très récemment ont sorti une édition de Terrifier 3 en VHS, donc véritablement en VHS. En quelques heures, tout est parti, tout est en rupture de stock. Donc pourquoi pas à l'avenir une explosion en fait du phénomène du format, quoi. On verra. Non, et puis comme j'ai dit tout à l'heure, il y a tellement de titres d'animés ou de films qui ne sont trouvables que sur VHS qu'il n'est pas impossible que les gens s'y réintéressent. Là je prends par exemple les VHS Guignol. Même sur YouTube, même sur le net, tu ne retrouves même pas ces espèces de petites pièces de théâtre qui ont été filmées et qui ont été ensuite délivrées sur bande magnétique pour les enfants. Moi j'ai dû racheter vraiment l'intégralité des VHS Guignol pour pouvoir revoir ces petites pièces de théâtre qui m'ont marqué à l'époque. Je crois que c'était une de mes grandes tantes qui avait ces VHS et franchement c'est top, et t'as vraiment ce petit côté innocent et naïf qui fait du bien à voir en fait, qui donne du baume au cœur. Tu as vraiment des petits titres comme ça qui sont obscurs et oubliés mais qui ont pu marquer certaines personnes. Là je pense notamment au film de Jean Image dont personne ne parle mais je suis sûr que ça a marqué beaucoup de gens. Tu as par exemple Aladdin, la lampe fabuleuse de mes couilles. Avec une pièce d'or, je m'offrirai des bains-bouches, des habits de Chambernado, de bonnes choses pour la bouche, du riz garni de langoustine, des lorons de requin, du bon canard laqué de Chine et du thé au jasmin. Cet animé, il est trop bien. T'as vraiment une magie et une singularité qui se dégagent des œuvres de Jean Image. Et là, pareil, les fabuleuses aventures du baron de Munchausen. Allez chanter, allez chantons les aventures du baron. Allez le monde coupe pleine aux éclats du baron de Munchausen. Je n'ai vu personne parler de cet animé-là. Et c'est un truc de fou parce que moi j'adore cet animé, j'ai eu l'occasion en fait de le revoir et t'avais aussi même sa suite, Le Secret des Sélénites, qui est honteusement introuvable en DVD. Je comprends pas. Et pourtant même si t'avais ce côté un peu délirant, un peu aléatoire qui peut sembler un peu perché, t'avais vraiment ce côté un peu fascinant de l'œuvre de Jean Image qui moi me touchait vraiment personnellement quand j'étais gosse, quoi. Je suis sûr que chaque personne doit avoir des titres obscurs un petit peu dans leurs souvenirs qui peuvent voir ressurgir en se disant putain c'est vrai que cet animé ou ce film il n'était pas spécialement important pour moi à l'époque de mon enfance, mais quand j'y repense je me dis hey, j'aimerais bien quand même le redécouvrir. Là je pense pareil au VHS Leclerc de Noël, c'était formidable. T'avais à la fois le côté aventureux et publicitaire, joué par des gosses qui se prenaient tous pour Indiana Jones, et c'était agrémenté d'un caractère un peu naïf, un peu nanardesque, qui laisse un petit peu ce parfum de nostalgie et d'innocence qui fait vraiment toujours plaisir à redécouvrir, notamment aux époques de Noël, quoi. Et puis les VHS de Noël, il y en a 3 que j'ai rachetés parce que je n'arrivais pas à les trouver sur le net. Donc, et c'est vrai qu'elles ne m'avaient pas spécialement marqué, mais en y repensant, je me dis, hey. Et puis tu avais aussi Le Petit Poucet, je suis sûr que beaucoup avaient cette VHS, et pareil, c'est un animé dont personne ne parle, mais je suis certain que les gens ont encore la musique du générique de début dans la tête. Des petits cailloux, des bien blancs, même des moches, des petits cailloux, semés et c'est fastoche, des petits cailloux, ramassez-en sur le chemin. Donc franchement, les cassettes pour enfants des années 90-2000, que ce soit les Casimir, les Teletubbies, les Oui Oui, les Barbapapa, les Tintin, les DBZ, etc., tout ça, ça reflète vraiment le cocon familial. C'est vraiment l'icône de plusieurs générations, et ça vient tout simplement apporter ce côté chaleureux en fait, de l'enfant qui visionne ces œuvres en toute intimité. Et puis je pense que il y a vraiment un côté patrimonial derrière ces VHS là, parce que c'est vraiment des emblèmes d'une époque où les dessins animés avaient vraiment cet aspect paternel vis-à-vis
de l'enfant qui était devant l'écran. Quand je dis paternel, je pense bien entendu au sens protecteur du terme, dans la mesure où quand j'étais enfant, eh bien, je me sentais vraiment protégé par cet univers fantaisiste et merveilleux que m'offraient en fait ces dessins animés. C'est cette espèce de pays imaginaire en fait qui me confortait un petit peu dans mon innocence, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai moi en retour envie de protéger ces VHS de l'oubli, un petit peu comme si j'adoptais des orphelins et que je prenais sous mon aile en fait, finalement. Et c'est aussi pour ça que ça me fait délirer de voir tous ces cassos pseudo-collectionneurs qui méprisent ouvertement les VHS des années 90 sans prendre conscience vraiment de l'ampleur que ça a pu avoir dans la conscience collective de la génération. Mais bon, on va pas se mentir, je pense qu'ils ont surtout peur de voir leur nostalgie être éclipsée et remplacée par celle des générations 90 dans la culture populaire. Et que bon, il y a aussi vraiment le fait de voir en abondance ces cassettes-là. Et c'est vrai que quand tu vas dans n'importe quelle brocante, sur n'importe où sur eBay ou sur le Bon Coin, tu tombes vraiment très facilement sur ces VHS là, donc il y a vraiment un côté excessif, un surnombre en fait de ces VHS là où tu te dis bah ces VHS n'ont pas spécialement de valeur à leurs yeux parce qu'il n'y a pas la rareté qui va derrière. Et c'est vrai qu'un collectionneur à la base il aime collectionner des objets que les autres ne possèdent pas. Donc, mais bon, je ne connais pas beaucoup de personnes qui collectionnent les VHS des années 90-2000, enfin du moins j'en ai pas encore croisé beaucoup sur les réseaux, donc c'est pour ça que pour l'instant je me sens un peu seul, tu vois. Bon, après personnellement je considère vraiment la collection comme étant la matérialisation esthétique de ta passion. C'est vraiment une vitrine ornementale qui va te permettre de faire miroiter ton amour vis-à-vis d'un univers en particulier. Donc voilà, je pense que dans la collection, chacun y trouve son compte à sa façon, quoi, hein. Donc le but c'est que ça parle avant tout au cœur. Donc, mais il me paraissait quand même assez important de mentionner les VHS des années 90-2000 avant de parler vraiment de ce qui plaît aux gros collectionneurs de cassettes, c'est-à-dire donc les VHS des années vidéoclub, quoi. Et principalement donc les VHS de cinéma d'exploitation, d'horreur, fantastique, etc. Donc là voilà, c'est bon, on va pouvoir taper dans le lard. Bon, après avoir un petit peu taquiné les collectionneurs de VHS des années 80, je pense qu'il est quand même très important de s'intéresser au rapport émotionnel que eux entretiennent avec la VHS. Parce que la façon dont ils étaient marqués par la cassette VHS durant leur enfance et leur adolescence est complètement différente de la nôtre. Déjà, premièrement, nous, à l'époque des années 90-2000, on avait la possibilité d'acheter des VHS à bon prix et vraiment en masse. Tandis que eux, à l'époque des vidéoclubs, bah, la plupart du temps, ils ne pouvaient que louer la VHS en fait. Donc ils avaient à la limite une de VHS chez eux que leurs parents avaient acheté, le Titanic ou autre. Alors que nous, quand on avait une cassette chez soi, c'était nos cassettes, elles nous appartenaient, on les possédait ces VHS. Donc on ne devait pas les rendre 24 heures, 48 heures, une semaine après en fait. Et le deuxième point important que j'ai remarqué, c'est que là où nous, on a été marqué en fait par le contenu de la VHS, c'est-à-dire par l'animé ou par le film en question, eux, en fait, ils ont été profondément marqués par les jaquettes avant tout. Et notamment les jaquettes de films d'horreur. Et franchement, tu sais quoi, c'est... je les comprends en fait. C'est simple, tu ne pouvais pas louer un film d'horreur comme ça, en claquant des doigts. Il fallait vraiment que tu aies l'autorisation de tes parents, tu n'avais pas les sites de streaming, tu n'avais pas cette facilité que l'on a aujourd'hui à découvrir un film d'horreur. Hein. Donc eux, ce qu'ils avaient, c'était vraiment de voir le visuel des illustrations affichées sur les jaquettes. En fait, ils se faisaient une idée de l'horreur et du degré d'atrocité qu'il y avait sur la bande magnétique, rien qu'en voyant le recto et le verso de la cassette. Et tu avais aussi les interdictions, le fait que ce soit interdit au moins de 13 ans, interdit au moins de 18 ans, etc. Ne serait-ce que le interdit te donnait envie de franchir cet interdit. C'était un sentiment qui était profondément ancré en eux,
eux qui voulaient tout simplement se confronter à l'indicible, un petit peu comme une initiation qui t'amène à découvrir des sensations nouvelles, et surtout des sensations fortes. Et les jaquettes qui ont traumatisé les enfants des années vidéoclub, il y en a à la pelle. Tu prends par exemple Evil Dead 2 avec ce regard qui te suit, peu importe sous quel angle tu regardes la VHS. Tu avais Branded, Terror Tape, Spookies, tu avais aussi Parasite avec cette espèce de monstre qui éclate un abdomen, qui a l'air de vouloir sortir de la VHS pour te bouffer la gueule. Tu avais la cassette de Creepshow avec cette espèce de zombie squelettique qui a l'air de vouloir s'emparer du gosse sur la jaquette, un petit peu comme si la VHS voulait elle aussi s'emparer de toi. Tu avais des cassettes cauchemardesques, tu en avais d'autres qui étaient plus ou moins explicites. Tu avais aussi cette phrase d'accroche qui te happait le regard, comme si le film voulait te promettre un festival d'atrocités, et tu avais justement ce caractère de film maudit. Et c'est ça en fait qui rendait ces cassettes-là aussi fascinantes. Autre exemple de cassette traumatisante, tu as Massacre à la tronçonneuse, ne serait-ce que la brutalité du titre, le titre qui est d'ailleurs affiché en gros sur la jaquette, qui est tronçonné en fait par le bourreau qui s'avance vers toi, comme pour vouloir en fait te charcuter la gueule. Tu as aussi en bas de la jaquette ce strictement interdit aux moins de 18 ans, avec cette phrase d'accroche, les films que vous ne verrez jamais à la télévision. On a vraiment un caractère de censure qui est vraiment exposé, qui est mis en avant sur la VHS, et qui va vraiment aider en fait à promouvoir la VHS. Parce que c'est simple, hein, la meilleure façon de promouvoir un film d'horreur, c'est justement de jouer sur le caractère controversé et sur le scandale qu'il est susceptible de générer. Parce que là, on a vraiment affaire à du vrai film d'horreur, à de la vraie monstruosité, à quelque chose de indicible et de insondable, quelque chose qui dépasse en fait la logique humaine. L'horreur, à la base, se définit par le caractère de ce qui est horrible ou épouvantable. C'est vraiment de l'horreur efficace, sensationnaliste, qui te ramène à une part sombre, voyeuriste et inhumaine de ton humanité, en fait. Quand tu visionnes ces films-là, tu avais le sentiment de culpabilité qui te disait « Merde, comment ça se fait que j'ai regardé ce film que je n'étais pas censé voir, finalement ?» Ah, c'est pas l'horreur qu'on a aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, tu as des films d'horreur, c'est des allégories, des métaphores de la condition sociale, de la charge mentale, de tes émotions, de tes peurs, de ton chagrin, de ton deuil. Les monstres que tu vois, en fait, ils représentent tes peurs, ta psyché, etc. Là, mis à part dans le domaine underground ou indépendant, tu n'as même plus de films d'horreur sulfureux ou subversifs. Là, tu as l'impression aujourd'hui que le film d'horreur, il essaye de rassurer son public, de prendre soin un petit peu de sa santé mentale, et surtout de ne pas heurter les mœurs dominantes d'aujourd'hui, quoi. Bon, ça revient un petit peu avec The Sadness et Terrifier 3, entre autres, mais là encore, c'est faussement subversif, parce que c'est avant tout grand guignolesque, mais ce n'est pas encore de l'horreur qui ose heurter ton sens moral. En fait, quand tu vois un film d'horreur, que ce soit un film horrible ou épouvantable, il faut que tu te poses la question après le visionnage en disant « Mais qu'est-ce que je viens de voir? Pourquoi est-ce que je regarde ça et pourquoi est-ce que j'ai aimé ça ?» Et c'est ça, en fait, qui est fascinant dans notre rapport vis-à-vis du cinéma d'horreur. Et puis un autre exemple de cassette qui a traumatisé une génération entière, tu as la cassette de Zombie de George Romero. Bon, ce qui est marrant, c'est que tout le monde se branle sur le message social du film. Bon, même si le fait que le cinéma dénonce la société de consommation, pas moi, s'il te plaît. Parce que la vraie raison pour laquelle les gens veulent voir le film et ont adoré le film, c'est avant tout pour son côté attractif et sa violence gratuite. C'est vraiment ce côté montagne russe qui délivrait à l'écran, que tu ne voyais pas ailleurs en fait. C'était vraiment la première fois que tu voyais ça, tu n'avais pas l'habitude de ressentir ce que tu ressentais, et tu n'avais pas l'habitude de voir un carnage pareil en fait. Les gens, c'était pas des cucks qui se disaient « Ouais, franchement, j'ai adoré le message du film ». À l'époque, les cinéphiles, ils assumaient leur désir de ressentir des sensations fortes. Ils assumaient tout simplement le fait de vouloir être marqués au fer rouge par ces films. C'est pour ça qu'ils ont été aussi impactés en fait par l'illustration de la VHS, avec cette machette qui est plantée dans le crâne de ce mort-vivant, avec cette phrase qui dit que quand il n'y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur terre. On a vraiment ce côté assumé en fait de la sensation forte qui est vraiment matérialisée par la cassette elle-même. Et c'est probablement une des raisons pour laquelle les collectionneurs de VHS collectionnent les VHS. Des illustrations comme ça, tu en as plus aujourd'hui sur les DVD ou sur les Blu-ray. Et en voyant justement la beauté justement de ces illustrations, eh bien ça me permet aussi d'évoquer René Château pour commencer. René Château qui a tout simplement compris comment fonctionnait le marché de la VHS et le marché du cinéma en général en tant que produit de consommation. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a vraiment autant d'illustrations sublimes chez cet éditeur-là en fait.
René Château, c'était la forteresse noire de la vidéo en France, c'était la mémoire du cinéma français, c'était les griffes de la nuit analogique. T'avais vraiment cette espèce de magnificence à la fois royale et gothique qui était directement imprimée sur les jaquettes. Il a vraiment su imposer un style facilement reconnaissable aujourd'hui avec son lettrage, ses couleurs, etc. Il a su mettre en avant vraiment des acteurs tels que Belmondo. Il a adopté et distribué je sais pas combien de titres, ça va de la comédie à la romance, à l'action, à l'horreur, à l'interdit, à l'érotisme aussi. Et tu vas dans n'importe quel domicile de personnes âgées, tu auras forcément une étagère avec des VHS René Château. Donc comme quoi ça a vraiment eu un impact sur la culture populaire à l'époque. Et tu avais son autre label Punch Video qui était plus outrancier, plus sulfureux, plus obscène. Ça mettait en avant Jan Thorne, Brigitte Lahaie, les films de ninja, etc. On était vraiment dans le cinéma d'exploitation. Enfin voilà, tu avais vraiment une multiplicité de genres qui ont pu toucher aussi bien la culture populaire que le cinéphile plus concentré sur le cinéma de niche. Et tu avais aussi les VHS Bruce Lee qui ont su imposer le petit dragon sur nos petits écrans, quoi. Les plus beaux films du Petit Dragon. Une sélection René Château vidéo. Ah, les films de castagne et de baston, il n'y avait rien de mieux à voir chez soi. Tu invitais tes potes et ensuite tu avais vraiment tout ce défouloir, cette espèce de décharge de violence qui s'affichait sur l'écran, là, et là tout le monde se régalait, quoi. Et c'est là où, quand tu vois vraiment le succès des VHS Bruce Lee, c'est une preuve que la VHS, ce n'est pas comme le cinéma. Quand tu vas au cinéma, tu as vraiment ce côté contemplatif, où là tu es vraiment immergé dans l'univers en fait, du film qui est proposé. Mais la VHS, tu as plus cette espèce d'attraction jubilatoire que tu vis vraiment sans prise de tête. Et c'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle le cinéma d'exploitation a aussi bien marché en VHS, et que la VHS a aussi bien marché grâce au cinéma d'exploitation. Il n'y a qu'à voir le nombre de VHS de Bruceploitation qui ont fait suite à la mort de Bruce Lee, et vraiment le nombre de titres qui ont été produits. Et là, tu avais tous les clones de Bruce Lee qui se multipliaient, les Bruce Le, les Bruce Lai, les Bruce Lung et compagnie, enfin voilà. Tu avais vraiment cette espèce de côté un peu clownesque et complètement naïf en fait de ces films. Qui essayait en fait de reprendre un petit peu la technicité en fait de Bruce Lee et même la physionomie de Bruce Lee pour essayer soit, je sais pas, tromper peut-être l'acheteur lorsqu'il tombera sur la VHS, ou alors tout simplement rendre hommage en fait à Bruce Lee qui a vraiment marqué le cinéma hollywoodien, quoi. D'ailleurs, mon préféré, ça restera bien évidemment les 6 épreuves de la mort. Là, on a vraiment un enchaînement de combats qui sont dans la continuité du jeu de la mort, mais qui ont vraiment cette patte nanardesque qui est vraiment jubilatoire. Mais ce qui est bien avec les Bruceploitation, c'est que voilà, on les apprécie aussi bien pour voir cette espèce de chorégraphie complètement maladroite, mais aussi pour l'imagerie iconographique que ça dégage. Et puis aux côtés des films de baston, de kung-fu, tu avais aussi les films de ninja. Ah, là t'as vraiment des perles incontournables du nanar sur cassette, hein. Putain, mais rien que les films de Godefréo, t'avais vraiment de quoi te régaler, quoi. Après, tu avais évidemment ce côté arnaque dans le sens où tu tombais sur une VHS que tu connaissais pas, un titre que tu connaissais pas, tu fais ah putain, et dès que tu l'insères, tu te dis merde, j'ai déjà vu ces scènes-là quelque part parce qu'ils étaient déjà sur un autre film. Et des fois, tu tombes directement sur le même film alors que c'est un titre, une VHS différente. Enfin, après ça, le côté trompeur des VHS, c'était monnaie courante à l'époque, hein. Je pense que tout le monde se souvient des VHS initiales où tu avais vraiment une belle jaquette qui était affichée sur le boîtier. Mais dès que tu insérais la cassette, tu tombais soit sur une daube,
ou soit un film qui avait complètement rien à voir avec ce qui était affiché sur la jaquette, quoi. Après, le fait d'avoir une daube ou un nanar vraiment habillé d'une très belle jaquette, bah ça donne un petit cachet en plus. Ça permet aujourd'hui de sauver un petit peu ces films-là, qui sont oubliés et négligés, qui probablement ne sortiront jamais en DVD. Donc ça te donne, toi en tant que collectionneur, une bonne raison d'acheter ces VHS, ne serait-ce que pour la beauté de la cassette. Mais si tu es vraiment un fan de nanar, bon bah là tu peux te régaler. Non seulement tu as vraiment un très beau boîtier, un très bel objet de collection, mais en plus tu sais très bien que sur la bande magnétique tu as un film complètement démentiel. Mais dans le sens vraiment navet du terme, dans le sens où tu vas être complètement abasourdi par la maladresse et par le caractère extrêmement mauvais du film. Et là tu pourras vraiment jubiler d'avoir à la fois ce film oublié qui est devenu vraiment une rareté absolue, mais aussi cette VHS qui est elle aussi en tant qu'objet une rareté somptueuse et sublime recherchée par d'autres collectionneurs. Dans un sens, je pense qu'on peut vraiment remercier Nanarland d'avoir popularisé le nanar au sein de la culture populaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, tout le monde se régale à inviter ses potes chez soi et à regarder des bons nanars, histoire de bien s'amuser ensemble, de se moquer du film, des défauts du film. Mais ça reste une moquerie qui est très attachante, ou on va dire attachée. Parce que quand tu regardes un nanar, tu restes quand même attaché au film, tu ris du film, mais tu as envie quand même de protéger ce film. Tu as vraiment un attrait émotionnel et sentimental vis-à-vis du film. Tu as vraiment cet amour profond et sincère pour ces films-là qui te donne vraiment d'en découvrir davantage et d'en faire découvrir à tes potes. Donc dans un sens, tu continues à faire vivre ces films qui étaient vraiment condamnés en fait à l'oubli parce qu'ils sont tellement mauvais que personne n'en voulait. Mais je crois que le format VHS permet aussi de sauver un petit peu ces films-là dans la mesure où ces films oubliés et le format VHS ont tous les deux ce caractère résiduel. Mais tu as aussi des nanars que tu ne regardes pas comme des nanars, mais que tu regardes avant tout comme des grosses séries B, un petit peu comme Les Rats de Manhattan, Le Chevalier du Monde Perdu, Atomic Cyborg, enfin tous ces films rétro-futuristes qui ont vraiment un charme complètement fou, aussi bien dans leur imagerie que dans leur côté cheap et que dans leur musique en fait en général. Et bien souvent tu as toujours des jaquettes somptueuses qui viennent habiller ces films là. Tu as vraiment cette espèce d'éclat de couleurs qui viennent vraiment t'immerger dans un univers post-apo ou futuriste que tu rêves en fait de voir sur l'écran. Même si tu n'aimes pas forcément le film, tu as quand même le visuel. Et finalement, tu achètes la VHS comme une grosse carte en fait que tu as dans ta collection, que tu prends plaisir à contempler, à voir en fait, parce que derrière chaque illustration, tu sais quel artiste il peut y avoir derrière. Tu as même des illustrateurs, tu ne connais même pas leur nom. Moi je sais que mes plus belles VHS pour moi, ça restera déjà dans un premier temps La Forteresse Noire, avec cette espèce de couleur bleutée qui est vraiment éclatante, avec cet antagoniste, la Molassar, qui vient régner vraiment sur la jaquette. Et t'as aussi Terreur sur la lagune, avec ce visuel onirique, avec cette femme spectrale qui a l'air de se figer hors du temps. On dirait vraiment une statue de marbre qui est vouée à la solitude éternelle. On dirait vraiment une espèce de fantasmagorie qui nous rappelle un petit peu la littérature fantastique et épouvante du début du XXe siècle, avec les livres de Jean Ray, Claude Seignolle, Thomas Owen, etc. Donc franchement c'est vraiment fantastique, on a vraiment la beauté du cinéma d'exploitation qui est représentée de façon onirique et cauchemardesque sur les boîtiers quoi. Donc et je le redis encore, mais sur les DVD Blu-ray tu ne retrouves plus ça. C'est vrai que dans le cinéma bis, le cinéma d'exploitation, le cinéma fantastique, le cinéma d'horreur en général, les jaquettes somptueuses avec ces affiches à la fois magnificentes et à la fois traumatisantes, c'est pas ce qui manque. Et je pense qu'on peut vraiment remercier Laurent Melki pour toutes ces affiches artistiques qui nous permettent en fait de collectionner les VHS comme des authentiques œuvres d'art. Et là tu repenses vraiment aux éditeurs Hollywood Video, Sunset Video, Proserpine, vraiment tous ces distributeurs qui ont fait appel en fait au talent de Laurent Melki pour pouvoir vraiment sublimer leurs produits et donner envie en fait aux cinéphiles de découvrir vraiment ces atrocités sur pellicule en fait. Et c'est là qu'en tant que collectionneur tu es extrêmement fier de pouvoir exposer ces jaquettes là parce que tu peux vraiment procurer cet effet waouh face à ces merveilles esthétiques qui sont vraiment singulières.
Mais n'oubliez pas que mon credo a été toujours de réaliser l'affiche ultime d'un film qui aurait dû avoir le meilleur réalisateur, les meilleurs acteurs et surtout un budget supérieur à celui de la cantine du lycée François Valéry. Je vous conseille, si vous voulez retrouver tous ces souvenirs et tous ces délires graphiques, de vous procurer sur mon site melty.org ce nouvel essentiel, donc Nanar Club. Il y a de quoi passer de bonnes fêtes et puis s'amuser, quoi, voilà. Parmi les éditeurs préférés des collectionneurs, y compris de moi-même, il y a évidemment donc Vestron Vidéo, qui a vraiment la particularité d'avoir un boîtier mauve qui est vraiment sublime. La VHS qui, je pense, est un petit peu plus grande que les VHS habituels. Et c'est vrai que ce boîtier rigide mauve a vraiment quelque chose, enfin mauve bordeaux on va dire, a vraiment quelque chose de vraiment spécifique. Ça donne vraiment un petit cachet en plus. Et puis même que ce soit l'intérieur du boîtier, que ce soit même les titres qui sont sortis chez Vestron, beaucoup de titres chez Vestron sont encore inédits en DVD Blu-ray. Donc, et puis c'est généralement des titres qui sont assez qualitatifs. C'est vraiment une valeur sûre, c'est extrêmement recherché par les collectionneurs, c'est quand même assez rare, c'est parfois assez coûteux aussi selon les titres que tu recherches. Moi je sais qu'il y a certains titres que je n'ai pas encore eu la chance d'acquérir parce que déjà je n'ai pas eu l'opportunité de les trouver, que ce soit sur les plateformes de vente ou sur les groupes spécialisés dans la collectionnite de VHS. Mais aussi parce que parfois ça coûte un petit peu de l'oseille. Mais tu as aussi une exigence de certains collectionneurs qui est parfaitement justifiée, à savoir le fait de vouloir obtenir absolument le boîtier d'origine. Je sais que pour beaucoup de collectionneurs, ils réclament vraiment le boîtier d'origine, la cassette d'origine, les vis d'origine, l'étiquette d'origine, enfin il y a vraiment un côté un petit peu autiste fini. Pour les boîtiers, moi je sais que ça ne me dérange pas spécialement de ne pas avoir un boîtier original, parce que parfois les vidéoclubs changeaient le boîtier, coupaient même la jaquette pour pouvoir rentrer cette dernière dans un boîtier VHS un peu plus petit. Mais bon, pour revenir un petit peu sur Vestron, oui, ça fait vraiment partie des éditeurs qui sont extrêmement appréciés, avec CIC, avec Delta, avec CBS, tu avais aussi les Fantastic Vidéo, les VHS RCA. Tu avais évidemment donc Warner Home Video. Alors là on touche vraiment à l'archétype même de la VHS de Vidéoclub. On est vraiment sur l'exemple même de l'objet vintage. Ne serait-ce qu'en voyant le visuel des jaquettes qui te rappellent vraiment le papier journal, mais aussi le fait que de nombreux titres populaires sont sortis donc chez cet éditeur-là. Et puis ce distributeur a aussi sorti des titres beaucoup plus obscurs. Je pense notamment à Blackula, Ratboy, Looker, Schizo, enfin vraiment, il y a vraiment une multiplicité de titres et de genres en fait qui sont sortis chez Warner Home Video. Et puis il y a certains titres qui valent vraiment extrêmement cher. Je pense notamment bien entendu à la première édition donc de Vendredi 13 qui est extrêmement recherchée et aussi très coûteuse. Tu as aussi la VHS de Shining que j'aurais bien avoir dans ma collection. Donc là on est vraiment sur des éditeurs qui sont très prisés par les collectionneurs. Donc il y a vraiment d'autres éditeurs. Là je pense notamment aussi à Antares que j'aime beaucoup parce que ils te distribuent que des titres obscurs qui sont complètement méconnus et qui généralement ne volent pas très haut en matière de qualité. Mais même si leurs films sont très peu qualitatifs, eh bien il y a vraiment ce côté un peu inquiétante étrangeté. ce côté un peu obscur, un peu caverneux, un peu poussiéreux. Tu vois les jaquettes qui sont vraiment très attrayantes, qui sont vraiment accrocheuses, notamment les VHS de film gore, les Shotgun vidéo là. Quand tu vois Cannibal, les Demon Queen, quand tu vois Cannibal Campout et compagnie, tu te dis putain ça doit être vraiment une boucherie ce film. Et quand tu le mets dans ton magnétoscope, alors là c'est vraiment la désillusion complète. Et là tu te rends compte que les titres de chez Antares c'est un petit peu l'équivalent de la crotte séchée au fond des chiottes quoi. Mais il y a quand même ce côté un petit peu fascinant, un petit peu hypnotique, malgré le fait qu'il n'y a rien à sauver d'un point de vue qualitatif. Il y a quand même quelque chose d'assez envoûtant je trouve. Moi je me retrouve toujours captivé par la bizarrerie et la piètre qualité cinématographique de ces films là qui pourtant sont sortis en rayon quoi. Donc tu imagines vraiment les innombrables déceptions qu'il y a pu avoir à l'époque. D'ailleurs, en matière de bizarrerie de films obscurs, tu as évidemment Axan Films et Uncut Movies, qui sont tous les deux spécialisés donc, dans le cinéma underground et qui proposent vraiment un catalogue de titres assez barré, assez déviant, parfois assez gratiné en matière de sanguinolence et puis vraiment extrêmement gore.
ça va assez loin, ça explore un petit peu les tabous. C'est vraiment le côté irrévérencieux de la distribution de VHS. Ils sont vraiment là pour te marquer et l'esprit et la rétine, parce que ne serait-ce que quand tu vois Axan Films qui te sortent les Nécromantiques, les Camps 731, les Hardcore, les Vibroboy et compagnie, il y a vraiment ce côté provoque en mode attention, vous allez vraiment rentrer dans les galeries souterraines que à la base vous n'êtes pas censé voir. Et du côté de Uncut Movies, on sera vraiment dans la série Z, un petit peu dans l'esprit trauma, ou même dans l'esprit un petit peu violent shit. Donc ce côté vraiment extravagant, grandiloquent, et puis ce côté gore excessif et grand guignolesque qui t'en fout plein l'écran. C'est vraiment l'éditeur qui a pu te sortir déjà les 3 premiers films de Olaf Ittenbach. Le duo de Patrice et Romuald, c'est vraiment 2 personnes adorables qui ont pu te sortir néanmoins des perversités d'Andreas Bessman. Ils t'ont sorti aussi vraiment des Necrophiles et compagnie, vraiment des dégueulasseries qui vont vraiment au bout des choses. Et ce qui est bien, c'est vraiment le caractère explicite. Tu as vraiment l'effet splash en fait sur la jaquette. Je pense notamment à Infantry of Doom, qui est vraiment une boucherie absolue cette jaquette. Franchement, je l'adore parce que tu as vraiment l'impression de tenir un morceau de viande dans tes mains. Et d'ailleurs, quand tu collectionnes vraiment ces films-là, tu as l'impression que ta collection de VHS, c'est vraiment un abattoir en fait. Donc c'est plutôt amusant d'avoir vraiment ce caractère complètement explicite des visuels, notamment qu'à chaque fois que tu tournes en fait une VHS pour voir un petit peu le verso, tu as toujours des images gore qui sont vraiment dégueulasses, qui sont ultra garnies. Tu sens vraiment que le distributeur veut te vendre de la barbaque et de la tripaille, et tu sens vraiment que tu vas en avoir. Et dans le royaume insolent de la vidéo, tu n'as pas que ces éditeurs-là. Tu as aussi par exemple les éditions Choc de chez Delta. Là on arrive vraiment un petit peu à l'apogée même de ce qu'est le cinéma d'exploitation en matière d'exploration des tabous. Alors là on a vraiment le fleuron de la nazi-exploitation. Je pense quand même à KZ9 Camp d'extermination, qui est un film de Bruno Mattei et qui étrangement est assez qualitatif. Par contre faut se préparer parce que c'est quand même, je pense, le film de nazi-exploitation le plus extrême qui m'ait été donné de voir. Bon, évidemment, si tu mets des adeptes du Troisième Reich dans le lot, t'as de quoi faire vraiment de la provocation gratuite, avec des lolos en plus de ça. Ce qui est intéressant avec la nazi-exploitation, c'est sa façon assumée de fétichiser la violence orchestrée par un état totalitaire en fait, avec vraiment tous les codes visuels donc, du Troisième Reich qui donnent vraiment un côté charismatique au caractère SM en fait des films. Quand je dis charismatique, je parle bel et bien en fait de l'effet visuel, de l'effet esthétique. Quand je parle vraiment des films d'exploitation, je ne juge pas le caractère moral, mais plutôt le caractère esthétique. Et selon moi, je pense que le fait d'apprécier une œuvre cinématographique ou une œuvre d'art en général doit être indépendant de son sens moral. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'aime beaucoup le cinéma d'exploitation, c'est parce qu'il y a vraiment une liberté totale et vraiment libertaire dans sa façon en fait de ne respecter aucun code moral, de ne pas hésiter à être subversif pour apporter davantage de sensations. Et moi, c'est ce que je recherche devant un film, notamment lorsque je regarde un film de genre, un film d'exploitation ou un film d'horreur. Je recherche avant tout de la sensation. Je recherche en fait à être heurté, à être bousculé. Je cherche vraiment à avoir ce côté introspectif qui me dit merde, pourquoi est-ce que j'ai regardé ça, pourquoi est-ce que j'ai aimé ça, et qu'est-ce que cela dit de moi finalement. Et c'est là où la collection de VHS, en plus d'être une très belle vitrine visuelle, peut aussi être un cabinet de curiosité mais aussi de réflexion. Parce que lorsque tu contemples certaines bizarreries ou certaines choses que tu ne devrais pas montrer au grand public, eh bien tu te poses des questions un petit peu sur ton rapport au cinéma, sur ton rapport au film que tu regardes. Et puis ça te permet aussi un petit peu d'explorer des zones un peu insondables qui te mettent vraiment dans un état émotionnel inhabituel. Donc moi c'est ça que je recherche, c'est vraiment le fait de rechercher des sensations que je n'ai pas l'habitude de ressentir. Et même des émotions que je ne ressens pas au quotidien et que je peux essayer de ressentir devant un film.
Donc oui, c'est le côté cathartique qui t'amène un petit peu à purger tes démons, à purger un petit peu le côté négatif en fait de ton humanité, en contemplant finalement les pires atrocités. Maintenant après, il faut prendre aussi des pincettes quand on dit ça, parce que je pense que tout dépend avant tout de l'état d'esprit dans lequel tu te situes face à l'œuvre. Je pense bien entendu aussi au fameux Face à la mort. Over the past 20 years, I've compiled a library of many faces of death. A circle that forever repeats itself. Repeats itself. Repeats itself. Face à la mort, qui est vraiment la VHS qui a traumatisé une génération entière de l'ère de vidéoclub, avec sa jaquette qui te fascine tellement elle te promet quelque chose qui va au-delà même du cinéma, et aussi parce qu'on est sur l'avènement du Death Movie, même si Face à la mort contient 70% d'images réelles, on a quand même cet amorçage de documentary beaucoup plus macabre, beaucoup plus déviant, beaucoup plus sordide et morbide qu'on avait l'habitude de voir par exemple dans les Mondos. Les Mondos, c'était vraiment du cinéma d'exploitation. Le Mondo, c'est vraiment la mort du respect. On est vraiment dans le faux documentaire de mauvais goût qui, en plus de ça, est extrêmement bien foutu par moments. Je pense notamment à Duo Ultimo Homo ou à Africana, etc. Enfin, t'as vraiment des scènes quand même assez hardcore, hein, même s'il y a parfois de la mise en scène. Bien souvent de la mise en scène pour essayer d'exagérer le côté folklorique qui est vraiment excentré des codes occidentaux, et que toi tu regardes un petit peu d'un air amusé, un peu choqué, un peu curieux. Tout dépend en fait de quel Mondo tu as affaire en fait. D'ailleurs j'aime beaucoup collectionner les Mondos et les documentaries sous cassette japonaise, hein, parce que en fait l'esthétique de la VHS japonaise avec l'écriture que tu ne comprends pas, parce que c'est complètement différent en fait du lettrage occidental, ça me donne un côté un petit peu énigmatique, un peu cryptique, que toi tu ne peux pas déchiffrer avec justement tes connaissances occidentales. Et de ce fait-là, ça amplifie, ça accentue un petit peu le côté folklore. Et c'est vrai que les trois éléments VHS, japonais, documentary, ça permet vraiment d'amplifier, d'accentuer le côté hors norme et atypique de la cassette en question. Et en plus, pour la plupart des Death Movie, on a vraiment affaire là à des images 100% réelles, avec vraiment ce côté documentaire choc qui va un petit peu amorcer et anticiper finalement l'avènement des mixtapes qui arriveront beaucoup plus tard. Voilà, donc que ce soit pour le Mondo ou le Death Movie, on a vraiment affaire à une catégorie assez spécifique de la VHS, parce qu'il est vrai que le format VHS aussi peut beaucoup se rapporter un petit peu au fantasme que l'on se fait du snuff movie par exemple. Et je pense que les documentaries ou même les mixtapes aujourd'hui sont là justement pour combler la frustration des amateurs d'horreur, mais d'horreur pure, de ne pas pouvoir assister à de vrais snuff movies. Et le fait d'avoir ces VHS là leur donne en fait l'illusion aussi d'avoir quelque chose de réel dans leur collection, d'avoir vraiment de l'horreur qui soit authentique, qui ne soit pas artificielle ni artisanale, mais qui soit véritablement ancrée dans le flux de la réalité. Et quand je parle de snuff movie, je parle bien entendu en fait d'une équipe de tournage qui va filmer des meurtres dans le but de commercialiser. Voilà, on est loin des snuff vidéos que tu trouves sur les sites de gore comme Grish et compagnie. Et ce n'est pas une curiosité qui est malsaine ou morbide, parce que la mort fascine dans tous les cas, et c'est naturel, c'est humain. On a tous le réflexe de tourner la tête lorsqu'on passe devant un accident de la route. Donc on a vraiment, c'est pas quelque chose qui est malsain. Pourquoi ? Parce que ça te ramène un petit peu à ta condition de mortel, ça te rappelle un petit peu la fragilité, la vulnérabilité de ton corps, la façon dont n'importe qui peut mourir à tout moment, en tout lieu, en tout temps, et de telle façon. Ça te permet aussi d'être un peu plus vigilant au quotidien, de canaliser un peu plus tes pulsions violentes, parce qu'un des buts principaux de la nature humaine, c'est vraiment de s'écarter de la souffrance. Donc le fait de pouvoir en fait contempler ces images-là, ces images atroces, peuvent t'amener au quotidien à être beaucoup plus attentif pour ne pas avoir à subir ce genre de souffrance, de douleur, de violence, etc. C'est du moins moi ce que je ressens lorsque je lance une VHS d'un Mondo, d'un Death Movie, ou lorsque je regarde un film extrême en général en fait. Donc
Il faut vraiment prendre conscience du fait que tu n'es pas là pour satisfaire ta perversité, ton voyeurisme, parce que ce n'est pas du voyeurisme. Le voyeurisme, c'est vraiment le fait d'être excité à la vue de l'intimité d'un individu pris à son dépourvu. Et le fait de voir ces cassettes, ces images, ces films-là en général, c'est un petit peu l'équivalent d'aller dans un conservatoire d'anatomie, de voir un petit peu toutes les horreurs en fait corporelles et anatomiques. Tu te confrontes à ce qui pourrait arriver, à ce qui nous est caché, à savoir en fait le côté cadavérique de la mort, parce qu'on voit souvent la mort d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue théologique, d'un point de vue un peu mystique et spirituel, mais la mort en général, en vrai, la mort c'est quelque chose de cadavérique. On a vraiment ce côté pestilentiel, nécrotique de la mort, qui est vraiment brute, qui n'est pas, on va dire, sublimé par l'esprit humain. Donc moi, je pense qu'il peut être nécessaire de voir la mort en face, de faire face à la mort, même si ce n'est pas une obligation, parce qu'évidemment, tout dépend de ta sensibilité. Si tu sens que tu peux être vraiment traumatisé par ces images, ne va pas voir ces images, ça n'a pas spécialement d'utilité. Mais je pense que déjà, la prise de conscience du fait que ces morts-là existent, sont là partout autour de nous, sont notre quotidien. Des accidents mortels de voiture avec des corps réduits en charpie, il y en a tous les jours. Ça, malheureusement, c'est un fait. Et puis la violence aussi, le fait de voir vraiment la violence de certains débordements, peuvent un petit peu essayer de te sensibiliser à cela et à t'empêcher de participer vraiment à ces débordements violents. Disons que plus tu te confrontes aux images violentes et plus tu seras susceptible d'être une personne non violente. Et ça, je l'ai clairement remarqué au sein du cercle d'amateurs du cinéma extrême underground. Bon, je peux refermer la parenthèse et revenir un petit peu sur le format VHS qui nous intéresse. Donc ce format-là, en fait, qui peut évidemment nous délivrer des choses un peu plus obscures et déviantes que les cassettes familiales dont j'ai parlé tout à l'heure. Et parmi donc ces VHS obscurs, il y a à la fois des VHS qui sont vraiment fascinantes par leur caractère caverneux, mais aussi des jaquettes improbables. Et là, je pense notamment par exemple au VHS de Michel Rico. Là, je pense notamment à la VHS de Corps de chasse. Corps de chasse qui est vraiment un film pornographique de Michel Rico, qui a aussi donc réalisé le fameux Sex Android. Et cette VHS qui est extrêmement vendeuse parce qu'elle te vend aussi les qualités du film, entre guillemets. Mais tu as aussi d'autres VHS qui ont vraiment su me séduire par leur caractère vraiment complètement barré. Je pense notamment à Ninja Terminator, Meurtre au crayon, Réfrigérator, Vindicator, Black Nazi, sans déconner. Tout est parfait sur cette jaquette. Que ce soit le Renoir qui estrangle un skinhead avec cette phrase d'accroche qui dit qu'ils sont noirs, ils ont une organisation encore plus terrible que les nazis. Sans déconner, tu remplaces le Renoir par un Antifa, la VHS ça sera encore dans l'air du temps, con. Et c'est ça qui est bien avec le format VHS, c'est parce que tu as vraiment ce côté inattendu et improbable que tu peux retrouver aussi bien sur la jaquette que durant l'expérience de visionnage. Tu sais pas sur quel film tu vas tomber sûrement sur un film complètement barré. Quand tu vois la jaquette, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et les collectionneurs, ils vont pas forcément acheter la VHS pour le film qu'elle contient, mais aussi parce qu'elle fait partie d'un éditeur bien spécifique. Ils vont collectionner en fait le distributeur et non pas les films en soi. Que ce soit un film que tu as déjà en DVD ou Blu-ray, ou que ce soit un film méconnu, ou que ce soit un film qui soit bon ou mauvais, peu importe, si le film fait partie d'un éditeur que tu chéris, qui te séduit, eh bien tu vas quand même acheter la VHS. Et c'est aussi la raison pour laquelle je disais que la VHS se collectionnait comme des cartes, parce que tu as vraiment ce côté visuel, cette espèce d'estampille qui marque en fait à quel éditeur appartient la VHS, et ça permet vraiment d'avoir une rangée, on va dire, cohérente dans ta collection. Et c'est pour ça que contempler une collection de VHS sera, pour ma part, plus captivante que de contempler une collection de DVD ou de Blu-ray, qui bien souvent renferme des films, on va dire, lambda, mainstream et grand public. Et même si la cassette comporte un film populaire, eh bien, il y a quand même plusieurs personnes qui se diront « Ah putain, mais j'ai eu cette VHS, oui !» Et là, ils vont se remémorer des histoires de leur enfance, parce que c'est là où on a vraiment le vrai pouvoir de la cassette aujourd'hui, en 2026. C'est que la VHS, qu'elle soit obscure ou qu'elle soit populaire, nous ramène à une partie de notre vie.
Et lorsqu'on regarde une VHS, lorsqu'on regarde une jaquette, lorsqu'on regarde un film en VHS, la cassette ne nous raconte pas forcément une histoire, elle raconte aussi un petit peu notre histoire. Elle nous fait ressortir les émotions de notre enfance qui ont été sauvegardées et qui ressurgissent au moment même où on se rappelle ce que nous avons ressenti en étant gosse devant telle scène, devant telle bande-annonce, devant telle jaquette. On est tous imprégnés de ce sentiment de vouloir retrouver une époque révolue et de prendre conscience que même si nous, on a grandi, on a vieilli, si nous, on ne peut pas retourner à notre enfance, eh bien les objets de notre enfance, eux, ont survécu et doivent survivre encore et encore. On doit les protéger, on doit les chérir, on doit les relire, les rembobiner, leur redonner cette lettre de noblesse. Alors certes, la VHS ne vaudra jamais le DVD ou le Blu-ray d'un point de vue qualitatif, ou même sur plusieurs points. Ça c'est évident, c'est indéniable. Mais je pense qu'il est vraiment très important de prendre conscience de ce que peut nous faire ressentir la VHS au moment où on l'insère dans le magnétoscope, au moment où on croise une cassette dans un grenier, au moment où on revoit un petit peu une VHS Disney, ce moment où on revoit un petit peu des illustrations qui sont vraiment démentielles, qu'on ne retrouve pas sur les DVD, sur les Blu-ray d'aujourd'hui. La VHS a vraiment pu rassembler les personnes, délivrer des films qui sont autres que des films populaires, donc vraiment des films improbables, des films underground, indépendants, vraiment des films opportunistes. On a vraiment l'âge d'or en fait du cinéma de genre, du cinéma d'exploitation qui ne serait pas tel qu'il est aujourd'hui sans la VHS, et inversement, la VHS n'aurait pas été telle qu'elle, je pense, sans le cinéma d'horreur, de genre et d'exploitation, et aussi sans le cinéma porno qui a énormément joué sur le succès de la cassette vidéo. Ouais les gars, c'est moi du futur, donc j'ai oublié de parler des télécassettes qui étaient vraiment les films qui étaient annoncés un petit peu sur les programmes télévisés, et il y avait des jaquettes en fait à découper que l'on pouvait caler en fait dans les VHS, que l'on pouvait ensuite se servir pour enregistrer le film en question. Donc voilà, normalement vous avez vos darons ou vos grands darons qui doivent avoir ce genre de VHS. Donc c'est vraiment des copies qui sont recherchées par certains collectionneurs parce que ça comporte par moment les anciennes bandes d'annonces de l'époque. Lorsque les films, vu que les films étaient aussi entrecoupés de bandes annonces, les télécassettes sont bien à avoir pour pouvoir justement avoir les bandes annonces, enfin pas les bandes annonces, les publicités qui vont avec. Voilà, donc j'en ai pas parlé, mais je pense que beaucoup d'entre vous doivent s'en souvenir. Allez, bisous. Il y a énormément de choses qui font que ça a pu aussi bien toucher les adultes que les enfants. Donc aussi bien les enfants des années 80 que les années 90. Et les générations ont été touchées différemment, certes. Tu avais une génération, celle des années 90, qui vraiment possédait les VHS leur appartenaient. Et tu avais une autre génération, celle des années 80, celle des années vidéoclub, qui eux étaient vraiment possédés par les VHS. Mais pour ces deux générations, la VHS faisait intégralement partie de leur enfance, de leur adolescence. Les VHS font partie de notre vie. Quand on visionne une VHS, on ne regarde pas seulement le film qu'il y a sur la bande magnétique, on contemple aussi tous les fragments de souvenirs qui ressurgissent à ce moment-là. Et c'est là où l'expérience de visionnage de la VHS est quand même quelque chose d'assez fantastique. On a l'impression vraiment de voyager dans le temps. On a vraiment cette espèce de cohabitation entre l'histoire de la VHS et notre histoire à nous. Et c'est pour ça que j'encourage ceux qui veulent revivre l'expérience de la VHS à racheter un magnétoscope. C'est facilement trouvable à très bon prix. Les VHS, pareil, tu en trouves de partout, sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur les brocantes, etc. Franchement, il n'y a rien de plus accessible que de pouvoir retrouver l'expérience de la VHS. On verra ce qui adviendra de la VHS dans les années à venir. J'espère juste qu'il y aura un jour un magnétoscope qui combine à la fois VHS, DVD et Blu-ray. C'est avant tout un objet de nostalgie pure et absolue. Ça a vraiment marqué toutes sortes de personnes, aussi bien les cinéphiles que la culture populaire, aussi bien les adultes que les enfants. Donc voilà, il ne faut pas oublier que la cassette VHS elle comporte vraiment toute une histoire derrière elle, et que lorsqu'on en met une dans un magnétoscope et qu'on la lance, eh bien c'est vraiment notre histoire qui défile devant nos yeux.